Santé. Oui, Santé. oui. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour ce nouvel épisode du Vendredi Salon. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet on ne peut plus important, on ne peut plus fondateur de la civilisation européenne. On pourrait même dire indo-européen. Pourquoi pas? Eh bien, nous allons parler de Fustel de Coulanges. Numa Denis, Fustel de Coulanges. Numa Denis Fustel de Coulanges était un expert en ce qu'on pourrait appeler l'hellénisme. Bien, l'hellénisme est cette science qui étudie les doctrines des anciens. Et Fustel de Coulanges, bien sûr, va approfondir le sujet en s'intéressant à la civilisation romaine, tout d'abord, à la civilisation hellénique des anciens avec un A majuscule des Grecs, et à leur essence même qui est celle des Indo-Européens. Alors, dans son livre « La cité antique », qui est son œuvre la plus importante et la plus cohérente et la plus pertinente. C'est son œuvre de maîtrise. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, Numa va nous expliquer plusieurs aspects de la civilisation indo-européenne et ses codes juridico-politiques. Ouais. Ces institutions, comment ils ont compris les institutions comme la famille, les lois, des trucs comme cela. Tout à fait. Alors pourquoi est-ce que nous allons discuter de ça? Tout d'abord parce que nous avons lu ce livre, tous les deux. Donc nous devons en parler. Tout après parce que nous trouvons cela essentiel que les concitoyens de peu importe quelle nation européenne s'intéressent à Fustel de Coulanges. Et surtout car nous trouvons qu'il y a quelques vérités qui ont été oubliées, perdues, disloquées. Il y a une certaine difficulté quand il s'agit à la traduction des œuvres de Fustel de Coulanges, car il est tellement influencé par les Grecs, les Romains. Et ceci dit, son œuvre et son travail, je dirais pas pour la plupart perdu, mais c'est presque perdu. Il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui sont des étudiants de Fustel de Coulanges. Tout à fait. Fustel de Coulanges, tout d'abord, va nous parler de ce qui a fondé nos États modernes. Et il commence par quoi? Il commence avec ce qu'il a appelé la religion domestique. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que la religion domestique, Nikita? Alors, la fondation de chaque famille se commence avec la fondation de l'incendie. Car l'incendie est la source de puissance, de sustenance, de préservation. Et alors, chaque religion domestique est fondée sur la préservation et la prolifération, on pourrait même dire, de cet incendie qui représente les ancêtres, qui représente, en fin de compte, la religion domestique qui est la vénération des ancêtres, des peuples qui ont fondé cet incendie. Tout à fait. Alors, la religion domestique a un but bien particulier qui est la préservation de la lignée même de la famille. Eh bien, chaque famille dans les civilisations indo-européennes, quand nous parlons de civilisation indo-européenne, nous parlons des ancêtres, des Indiens, de ce que nous pourrions appeler la sphère d'influence indienne de nos jours, et des Européens. Donc, les ancêtres de ces deux civilisations-là, ces grandes sphères d'influence-là, les Indo-Européens, avaient certains rites, traditions, que nous pratiquons de nos jours sans même le savoir. Bien, tout d'abord, la famille. La famille avait un culte propre. Ce culte propre était transféré, était hérité, était donné d'aîné en aîné, d'où le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse est un droit que nous pratiquons beaucoup de nos jours, nous pourrions dire, en ce qui est de l'héritage, en ce qui est de la place de l'aîné dans une famille. Même dans les professions. Tout à fait, même dans les professions, dans les grandes compagnies, les grandes corporations. Eh bien, l'aîné, quoi qu'on en dise, a toujours dans nos sociétés actuelles une place bien particulière. Par exemple, nous pouvons aussi voir une certaine similitude par rapport à la flamme. Eh bien, nous voyons bien aujourd'hui, avec le rapprochement des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris, qu'il y a une certaine flamme olympique que nous transmettons. Eh bien, la flamme, de par les Indo-Européens, c'est la préservation des ancêtres. Ils appelaient cela le foyer. Énée, dans l'Énéide de Virgile,
quand il a fui Troie, Énée était un rescapé de Troie, c'était le cousin de Paris et d'Hector, le neveu du roi Priam, eh bien, a pris avec lui le foyer des ancêtres. Le foyer représentait les ancêtres, c'était la flamme éternelle de la lignée qui ne s'éteignait jamais. Mhm. On nourrissait la flamme, on faisait des cultes, on faisait des dons à la flamme. Avec le désir de l'agrandir, avec le désir d'incorporer les autres à cette vénération domestique. La flamme était une transmission du culte de la famille. Donc, revenons au principe même. Tout d'abord, il y eut la religion domestique. La religion domestique permit la préservation, la continuité de la famille, de la lignée, de par le droit d'aînesse. L'aîné devint le chef de la famille. La famille s'agrandit. Et la famille devint, Une tribu, et la tribu devint, un État. très bien. Donc, religion domestique. La religion domestique assure la continuité de la lignée par le droit d'aînesse qui assure donc la continuité et la perpétuité de la famille qui s'agrandit pour devenir un clan. Le clan va s'agrandir, va s'allier avec d'autres clans et va former L'État. un État. Une police, on pourrait même dire, Très bien. Donc, en sens classique. quelle serait la place de l'aîné dans l'évolution de la famille à un clan et du clan à l'État? Eh bien, il devient le roi, tout simplement. Car c'était lui qui a été obligé avec la préservation du foyer, car c'était lui qui était le mieux instruit aux pratiques et aux coutumes de la religion domestique. Exactement, tout à fait. Donc, l'aîné était le gardien de la religion. C'était celui qui assurait la perpétuité. L'aîné était le chef de famille, puis le chef de clan. Et quand le clan devint un État, l'aîné devint Un roi. un roi. Mhm. Donc, de là vient la signification du roi. Le roi est l'aîné. Le roi est l'aîné de la famille qui a évolué pour devenir un clan, et le clan est devenu un État, et le roi ne représente que l'aîné. Sauf que Fustel de Coulanges nous explique qu'il y a une certaine évolution de la société, et qu'il nous prend l'exemple des Romains, Bien sûr. les patriciens. Qui sont les patriciens? Alors les patriciens, ils représentent les gens qui, véritablement, les gens, on fait le même mot, la même terminologie Les gens. qui est utilisée par M. Coulanges lui-même. Ouais. On pourrait même dire que c'est un synonyme des aristocrates, mais c'est un peu plus sophistiqué. C'est pas tout simplement une question de classe sociale, c'est une question, en fin de compte, comme toujours avec Fustel de Coulanges et la cité antique, de religion domestique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes des patriciens? Ça veut dire que c'était les gens qui étaient les mieux pratiqués aux religions domestiques. C'était eux qui avaient les liens le plus forts avec la famille fondateur, avec la famille qui a fondé et qui a initié cette flamme, cet incendie de religion, de préservation. Et alors, ceci dit, c'était eux, et seulement eux, qui pourraient pratiquer les lois. Les lois qui pourraient participer dans le système, ou pas tout simplement participer, mais gérer, qui pourraient diriger le système juridique. Eh bien, tout à fait, parce que les patriciens étaient les branches cadettes, comme la famille d'Orléans, par exemple, en France, avec la famille de Bourbon. C'était les branches cadettes de la famille dirigeante, de la famille qui possède le culte originel. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis l'aîné d'une famille, Nikita et mon petit frère. Nous allons nous propager, nous allons nous reproduire, nous allons avoir des familles chacun de son côté. Eh bien, mes aînés, de génération en génération, seront les gardiens du culte. Nikita, qui est mon cadet, aura des aînés à son tour. Eh bien, ses enfants seront des patriciens. Car ils peuvent tracer leur lignée à un fondateur du culte. Tout simplement. Qui serait notre père, par exemple. Par exemple. Le Solon, en ce cas. Voilà. Donc, le patricien est celui qui peut tracer sa lignée à un fondateur du culte originel. C'est pour cela qu'il est patricien. C'est pour cela que les aristocrates sont aristocrates. Alors, en termes de pratiquer les lois, et en termes de participer dans le système juridique,
on voit tout simplement ce lien entre les lois et la religion. On a noté dans notre vidéo de Thomas Hobbes que les lois politiques sont tout simplement la transfiguration des lois divines. Tout à fait. Les lois politiques découlent des lois divines. Mhm. Pourquoi? Car au début fut le mot. Le mot devint religion. La religion devint famille. La famille devint clan. Mhm. Le clan devint État. L'État n'est après tout que l'agrégation de plusieurs clans, Mhm. que l'union de plusieurs clans. Et les plusieurs clans possèdent une religion originelle, Mhm. de par laquelle découlent les lois et de par cela les institutions. Les institutions découlent donc de la religion même. Maintenant, Fustel de Coulanges nous explique, en bien sûr passant par les mouvements sociaux qui ont apparu, que cela soit dans la Grèce antique ou dans la Rome antique, de certaines révolutions, d'une certaine démocratisation de la pratique religieuse et de la pratique de la loi. C'est-à-dire, comme Nikita l'a très bien expliqué, comme d'habitude, les patriciens étaient les seuls qui pouvaient pratiquer la loi, car les patriciens avaient les secrets de la religion. Donc, une précondition pour être avocat, par exemple, de ce temps, c'était être patricien. Mhm. Car la religion C'est la transfiguration, des lois. Mhm. Tout simplement. Et alors, on en était que, on doit retourner à Hobbes très brièvement, car on en était dans la vidéo d'Hobbes que l'État, le leviathan, nul est son maître. Ce que ça veut dire, c'est que quand l'État commence à se former, c'est tout simplement l'effort à maîtriser les lois, à rendre les lois, à mettre une force coercive aux lois, de les faire plus institutionnelles. Tout à fait. C'est l'institutionnalisation des lois qui elle-même découle de la religion. Donc, Fustel de Coulanges nous parle de certains mouvements sociaux qui sont apparus dans la Rome et la Grèce antique. Eh bien, ces mouvements sociaux ont induit à la démocratisation de la religion, des positions religieuses et du système judiciaire. Eh bien, avec le temps, une nouvelle caste va se développer dans ces sociétés-là, les clients. Et pourquoi est-ce que cette classe va se développer? C'est car il arrive à un certain point dans l'histoire de l'État où il devient vraiment prospère. Et cette prospérité va être attirant aux autres. Les peuples des autres villes vont voir cette prospérité et cela va créer, va résulter dans une croyance dans cette religion domestique car il peut résulter dans la prospérité et cela va attirer des clients. Tout à fait, exactement. Donc cette prospérité que va créer cette homogénéité des clans, eh bien, va attirer les convoitises de certaines populaces qui vont venir sur les terres de ces clans. Et ils vont s'instaurer, ils vont s'établir en tant qu'une caste bien distincte qui s'appellera les clients. Donc les clients sont ceux qui, contrairement aux patriciens, ne peuvent pas tracer leur lignée à un membre fondateur du culte. Il ne faisait pas partie de cette communauté fondatrice de l'État. Donc les clients ont été attirés par la prospérité qu'a créé l'homogénéité de ces clans-là. Les clients vont former une caste distincte et bien sûr vont se reproduire plus vite que les patriciens eux-mêmes. Donc vu que la démographie c'est le destin, eh bien les clients vont demander de plus en plus de droits et vont mener à des révolutions, des révoltes et des mouvements, des chamboulements sociaux, historiques et économiques de leur part. Eh bien, cela va induire à un certain laxisme de la part du roi. Et qui est le roi? C'est l'aîné de la famille fondatrice. Tout à fait. Le roi, nous le rappelons encore une fois, est l'aîné et le descendant des aînés de la famille fondatrice. Donc, c'est le gardien du culte. Et Fustel de Coulanges, eh bien, nous attire vraiment l'attention sur le rôle religieux que tient le roi. Car quelle est la différence entre un roi Et un tyran. et un tyran? Alors, les deux sont puissants. Tout à fait. Le roi n'est pas simplement celui qui dirige l'État,
il est aussi le grand prêtre des coutumes, des religions et des droits. Tout à fait. Le roi n'est pas simplement un homme qui gouverne civilement et d'une façon laïcarde l'État. Le roi est avant tout le gardien du culte, des traditions et de la religion. Le roi est avant tout un prêtre, un grand prêtre. C'est pour cela que Jules César avait lui-même le rôle Prêtre? d'un grand prêtre. Ouais. César était lui-même pontife. Octave Auguste sera après lui pontife à son tour. Donc il y a cet aspect religieux quasi divin qu'on accorde au roi. Le roi n'est pas tout simplement obligé avec l'État, il est obligé avec la religion. Il est obligé avec le droit. Tout à fait, car à quoi sert la religion? Il faut chercher l'étymologie du mot. Religae, Religae. Ça veut qui dire... relie, Mhm. qui relie entre eux, qui relie les membres d'une certaine communauté entre eux. Ok, donc la religion relie les individus entre eux. C'est une force unificatrice. La religion émet certains codes moraux, certains protocoles, ce qu'on pourrait appeler et qualifier de décorum. Le décorum. La religion instaure une certaine façon De rendre les autres plus prédictibles. de prédire les comportements des autres afin de reproduire la société. La religion a pour but la reproduction de la société. C'est pour cela que nous pourrions dire que qu'est-ce qui est sain? Ce qui favorise la vie. Qu'est-ce qui est diabolique? Ce qui favorise le mort. La mort. Ouais. Donc ce qui est sain et ce qui est divin Ouais. est tout ce qui favorise la propagation de la vie. La reproduction, Tout à fait. par exemple. Et ce qui est maléfique et diabolique, C'est ce qui favorise la mort, la dégénération, la dégradation, tout à fait. la destruction, la désordre, Tout à fait. Que crée l'ordre? liberté, Que crée le désordre? chaos, La servitude. Oh. Très bien, très bien. Donc, c'est de par cela que nous pouvons décrire que la religion a plus qu'un aspect superstitieux. La religion a une certaine forme, a une certaine sagesse ancestrale. Aspect pratique, aspect politique. Aspect pratique, aspect politique. La religion. Oui, tout à fait. Bon, nous avons parlé des clients, eh bien, nous pouvons maintenant passer à la caste des esclaves. Les esclaves sont une main-d'œuvre pas très chère que les clients. Et quand nous parlons bien sûr des clients, des patriciens et du roi, nous parlons bien sûr des sociétés indo-européennes, donc des sociétés grecques, donc des sociétés romaines. Bien, ils ont tous les mêmes traditions et même jusqu'à nos jours, nous pouvons voir plusieurs similitudes dans nos comportements de tous les jours, dans nos institutions, dans nos pays d'Occident surtout. Donc la caste des esclaves était une main-d'œuvre pas très chère. Eh bien, même pas du tout chère vu qu'elle était gratuite, mais bon. Donc les esclaves étaient la main-d'œuvre des clients. Les clients labouraient, travaillaient les terres des aristocrates. Et bien sûr, certains se sont mondanisés, sont devenus ce que nous pourrions qualifier De bourgeois. de bourgeois. Ils se sont embourgeoisés dans les villes. Ils ont offert des services. Ils n'ont plus labouré la terre. Ils ont pratiqué du troc. Ils ont pratiqué du prêt, de l'emprunt. Eh bien, c'était les clients des villes. Et Fustel de Coulanges nous apprend que l'histoire est une roue. C'est une roue dans le sens que les révolutions, la démocratisation des droits, eh bien, est une roue. Les clients vont devenir Des patriciens. des avocats et des hommes De loi. de loi, des hommes religieux aussi. Et puis, qui va prendre la place des clients? Car il y a un vide. Il y a un vide que les clients laissent quand ils deviennent patriciens. Qui va prendre la place des clients? Des esclaves. Les esclaves vont prendre la place des clients. Et les esclaves qui sont devenus des clients auront à leur tour Leurs propres esclaves. leurs propres esclaves. Mais donc, ensuite, les clients, les esclaves qui sont devenus clients, vont évoluer pour devenir ensuite Des patriciens, encore une fois. des patriciens. Ouais. Et puis ce sera les révolutions contre le roi, et ce sera le désordre, et ça sera bien sûr la destruction pour... Qu'est-ce qu'il y a après la mort?
la résurrection. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est la destruction d'un ordre pour la création d'un nouveau. Révolution, 360 degrés. Nous révoluons. Mhm. Donc, nous pouvons dire que l'État est tout d'abord possède un certain ordre cosmique. Mhm. Le roi, qui est l'aîné, qui est le protecteur de la religion, qui est encore une fois religae, qui relie les gens entre eux. Relié, ouais. La religion sert à la reproduction Des peuples. du peuple lui-même. Et le gardien de cette reproduction du peuple est... Le roi, la Le roi. religion. Voilà. Donc quand l'ordre est chamboulé, quand l'État crée de la prospérité, quand les aristocrates perdent leurs habitudes guerrières, eh bien, les clients vont se développer, les clients vont se reproduire, Ouais. les clients vont s'agrandir grâce à la prospérité créée par les patriciens, Ce qui résulte à une certaine décadence. un chamboulement de l'ordre. Mhm. L'ordre qui fut établi et qui a créé, qui a donné cette prospérité, sera chamboulé. Par une dégradation des morales, par une dégradation des pratiques religieuses par les patriciens. Tout à fait, tout à fait. Et nous connaissons bien évidemment tous l'adage. Les hommes forts, Vont créer de bons tons, les bons temps, vont créer des hommes faibles, les hommes faibles. des troubles et du chaos. Tout à fait. Donc nous pouvons comprendre que par cela que Fustel de Coulanges nous présente l'histoire comme étant une roue. Une roue de tension et d'extension. La tension va créer des temps prospères, l'extension vont permettre l'invasion de ce qu'on pourrait appeler des aliénés. Des hommes et des femmes, des peuplades qui ne sont originalement pas du culte. Et qui vont adopter le culte pour ensuite réclamer et protester pour avoir une extension des droits. Pour participer dans la souveraineté de l'État. Tout à fait. Ça veut Tout à dire fait. la création et la prolifération de ces lois. Alors c'est très bien connu que la géographie peut, pour la plupart des temps, déterminer le destin d'une nation et d'un peuple. On prend par exemple les Grecs. C'est quoi les caractéristiques géographiques du Balkan et de tout le bassin méditerranéen? Bien, c'est montagneux Ouais, et, exactement. c'est méridional. Exactement, on a des montagnes épiques. Il y a des montagnes épiques. Alors ce qui se passe, c'est que les polices, les États, ils étaient tout simplement des communautés politiques petites qui se sont organisées parmi des montagnes dans des segments de terre fertile afin qu'ils puissent cultiver la terre et provisionner de sustenance pour leur foyer, pour leur religion domestique. Et alors, car on avait ces cadres des grandes montagnes entre des polices, c'était très facile, on pourrait même dire inévitable, que chaque police se développera de façon très unique, car ils étaient en isolation l'un de l'autre. Mais il y a, comme toujours, des exceptions. Par exemple, Argos et Sparta. Argos et Sparte, par exemple, il n'y avait pas des montagnes entre eux. Malgré le fait qu'Argos, nous le précisons, était une colonie de Sparte. Donc c'était les mêmes peuplades, mais de par la géographie, ils étaient séparés, ils ont évolué de façon différente. Alors, ceci dit, il faut noter aussi les caractéristiques du police. En traduisant le mot police, c'est vraiment difficile. Car au sens moderne, on est tenté à dire que c'est tout simplement l'État. Mais c'est beaucoup, en considérant de religion domestique, c'est beaucoup plus compliqué que tout simplement l'État. C'est plutôt comme l'État citoyen. Par exemple, on considère l'Assemblée législative d'Athènes, par exemple, qui est, comme on a noté, la transfiguration des lois divines, c'est les lois juridico-politiques. Alors, l'Assemblée législative d'Athènes, c'est l'expression ultime d'une souveraineté populaire. Alors, on imagine par exemple, il y a une élection, il y a la possibilité d'une guerre. Les Athéniens, ils vont assister aux assemblées législatives pour décider le destin de leur patrie. Ils vont voter, on va participer dans ce guerre. C'est pour ce cas qu'on ne disait pas Athènes est allé aux guerres, mais on disait les Athéniens se sont allés aux guerres. Car l'État était composé de ses citoyens. Il n'y avait pas de distinction entre ce qui était l'État et ce qui étaient les citoyens, car les citoyens étaient l'État. Et
c'est une caractéristique de la religion domestique, comme parlait Fustel de Coulanges, par exemple. Tout à fait, la religion domestique faisait de chaque chef de famille, eh bien, un pontife. Et la religion domestique va se développer pour devenir la religion de la ville. La Palaès, Athènes, d'une certaine ville, Athènes, Athéna de cette ville-là, Athéna de l'autre ville-là. Je crois même Aristote a noté cela dans son œuvre La politique. politique. La politique, ce qu'il a appelé le synoïkisme. Syn, ça veut dire synthèse. Synoïkisme, ouais. Syn, ça veut dire synthèse, additionner les choses ensemble. Oikos, ça veut dire la maison, le foyer. Tout à fait. C'est l'addition des foyers. C'est la synthèse des foyers pour former la police. Tout à fait. Eh bien, cette addition des foyers va créer le temple. Le temple n'est rien d'autre que l'accumulation des foyers domestiques. Ces foyers domestiques de ces religions domestiques vont créer la religion de la cité-État. Et c'est compliqué, c'est pas du tout simple, car comment relier ces religions différentes? On imagine par exemple que moi et Karl, on représente des maisons distinctes. Ça veut dire que moi, j'ai mon propre religion domestique et lui, il a son propre religion domestique. Je n'ai pas le droit de pratiquer à son religion et il n'a pas le droit de pratiquer le mien. Pour une autre raison, c'est que le chef de famille est le seul qui possède les secrets de la religion. La religion était secrète. La religion domestique était tenue secrète. Alors, en considérant le synoïkisme et la création, la fondation des grands États, comment surmonter ce fait? Des dieux domestiques distincts, des religions domestiques distinctes. Il faudrait la création d'une religion populaire. Commune. Donc, moi et Nikita, malgré le fait que nous possédons chacun une religion domestique distincte, allons avoir, rappelons-le, religion religae, pour relier. Comment allons-nous nous relier? Par une religion commune. Et rappelons encore une fois que le mariage entre un homme et une femme, c'est une cérémonie. En considérant le fait que c'est une religion, c'est l'initiation de la femme dans la religion domestique de l'homme. Tout à fait, la femme va adopter la religion de l'homme. C'est une procession d'initiation. Ça n'est pas seulement un mariage au sens civil et laïcard, comme nous pouvons l'appréhender de nos jours. C'est plus une conversion. La femme qui avait adopté depuis ce temps-là la religion de son père va maintenant se convertir pour adopter la religion de son mari. Et qu'est-ce qui relie les deux hommes entre eux? C'est la religion commune de la cité. Exactement. La religion commune de la cité unit non seulement les familles, mais les clans. Les clans, encore une fois, c'est la famille, c'est la grande famille, les cousins des cousins, tralalalala. Eh bien, ce clan va s'unir à d'autres clans. Ils vont former ensemble la police. P-O-L-I-S. La police, qui est la cité-État. La cité-État va devenir une nation. La nation va devenir un pays. Le pays va devenir un empire. Vers l'infini et l'au-delà. Considérant le fait que la famille représente une religion domestique et que le mariage alors représente une initiation à la religion domestique, qu'est-ce que ça veut dire en termes de l'adultère? C'est un péché cardinal dans ce sens, car ça remet en cause toute la lignée de la famille. Tout à fait. C'est un insulte pas tout simplement aux ceux qui sont vivants aujourd'hui. C'est un insulte aux ceux qui sont morts, et ceux qui ne sont pas encore nés. Exactement. Exactement, car le mariage, c'était aussi une institution politique. Et pour quelle cause? Pour, comme on a noté, la reproduction. Car la religion religare, c'est pour relier, organiser la reproduction de l'État. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Fustel de Coulanges, nous le trouvons encore une fois très pertinent car il fait ce lien entre religion, famille, clan et État. Fustel de Coulanges remet les pendules à l'heure. Fustel de Coulanges, qui a une salle qui lui est dédiée à l'université de Strasbourg, Fustel de Coulanges qui a une statue à l'école normale supérieure, à l'ENA, qui est l'un des plus grands experts sur les classiques et bien au-delà de cela sur les civilisations indo-européennes, eh bien, nous parle des fondements
de nos sociétés. Il nous rappelle de chercher aux antiques pour trouver les vérités du moderne. Eh bien, comment savoir où nous allons? Eh bien, souvenons-nous de là d'où nous venons. On a un lien dans notre description pour ce beau livre qui va illuminer tous les aspects de votre vie, que ce soit professionnel ou familial, ou même vos relations avec vos communautés politiques. Tout à fait. Devenez des citoyens qui prenaient en charge la souveraineté de votre nation. Devenez des Athéniens modernes. Des gardiens de votre incendie, de votre foyer. Devenez des abonnés du salon. Voilà. Voilà. Voilà qui je suis. Mais voilà même ici, mes amis c'est fini. C'est mes voix, c'est mon cri. Mais voilà.